Inter. Le grand face-à-face. Le débat. Une mouvance nouvelle, une nouvelle gauche religieuse américaine, la gauche woke, qui se veut éveillée, éclairée par la révélation diversitaire et qui fait de la race la catégorie sociologique et politique la plus importante. Cette nouvelle gauche, donc, multiplie les grandes processions au cœur des capitales et métropoles des deux côtés de l'Atlantique, en scandant des slogans décoloniaux pour qu'enfin s'effondre le vieil Occident qui croulerait sous le poids du racisme systémique. Et un peu plus loin, le même auteur écrit « C'est seulement lorsque les peuples occidentaux seront devenus étrangers chez eux qu'on jugera cette révolution achevée ». Bonjour Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Et merci d'être l'invité de France Inter. Vous êtes sociologue, essayiste, vous écrivez régulièrement dans le Figaro et vous publiez aux Presses de la Cité ce livre « La révolution racialiste et autres virus idéologiques ». C'est un livre qui essaye d'abord comprendre et d'expliquer l'ensemble de phénomènes qui redéfinissent le débat public aux États-Unis, au Canada, en France évidemment, et dans d'autres sociétés. C'est aussi un livre de combat, c'est un livre polémique au sens où vous portez le fer, c'est un livre pour vous battre et essayer, allez, comme un contre-révolutionnaire, de mettre fin à cette révolution racialiste. Alors, avant de vous entendre débattre avec Gilles et Natacha, pour que tout le monde comprenne, petit travail de définition, comme si on ouvrait le dictionnaire Bock-Côté. Révolution racialiste, qu'est-ce que c'est ? Alors, par révolution racialiste, j'entends cette volonté de définir les sociétés occidentales pour l'essentiel à partir du critère racial à la manière d'une identité primordiale, d'une identité autour de laquelle devrait se structurer l'ensemble des rapports sociaux. Dans cette logique, on nous explique que fondamentalement, l'Occident serait clivé en deux catégories. Les Blancs d'un côté, les racisés de l'autre côté, et qu'il y aurait entre ces deux groupes une forme de lutte à finir en quelque sorte. Les Blancs sont invités à revendiquer l'identité blanche. C'est assez particulier, mais sur le mode pénitentiel et négatif, pour apprendre à ne plus être blanc. Les racisés sont transformés en catégorie messianique en quelque sorte, et à travers tout cela, pourquoi je dis révolution? Parce qu'à travers tout cela, il y a une véritable, c'est l'existence même de nos sociétés qui est remise en question, c'est la légitimité même de concepts comme la démocratie, l'état de droit, la liberté d'expression, l'universalisme qui est mis en question. Alors, deuxième citation. La racialisation des rapports sociaux devient l'horizon indépassable du progrès démocratique dans la civilisation occidentale. Contre ceux qui prononcent ces phrases-là et définissent ce projet, ce sont donc ceux qui portent ce discours racialiste, si vous voulez. Au cœur de l'actualité éditoriale, les ouvrages à grand succès faisant le procès de son insensibilité raciale et lui intimant de reconnaître son privilège blanc se multiplient. Les militants racialistes veulent imposer leurs prémices au cœur de l'espace public. Vous en parlez régulièrement dans vos papiers du Figaro. Ce sont des sujets qui sont très souvent débattus sans que toujours on comprenne bien où ils veulent en arriver. Le woke, c'est un mot anglais, W-O-K-E. Définition, Mathieu Bock-Côté, et on ouvre le débat. Alors, le wokisme, ou le woke, ça se présente comme une posture moralement éveillée. C'est-à-dire, nous sommes éclairés, nous avons eu ce que j'appelle la révélation diversitaire, nous comprenons désormais les structures discriminatoires, raciales, fondamentales, qui structureraient le monde occidental. Dès lors, nous avons eu la révélation, cette révélation est celle de notre propre privilège, et dès lors, nous devons entrer dans une forme d'autocritique à prétention raciale ou identitaire plus large, permanente, généralisée, pour véritablement participer et devenir allié de cette révolution racialiste. Ça vient avec aussi cette idée qui est fondamentale, ça se présente comme une hypersensibilité revendiquée aux revendications minoritaires, quelles qu'elles soient, et ça se constitue, je le dis, autour d'une forme de repentance revendiquée. Je donne un exemple avec Robin DiAngelo, qui est une des figures les plus importantes de cette mouvance aujourd'hui, qu'il faut lire, il faut savoir ce qui se dit exactement. Elle nous dit: fondamentalement, mon objectif, c'est de ne plus être blanche, de me déblanchir le plus possible, de rompre avec ça. Je sais que je n'y parviendrai jamais parce que c'est trop profondément ancré en moi, mais je ferai tout pour m'en libérer, une forme d'expiation sans rédemption. Et que nous dit-elle? Qu'est-ce que c'est être blanc? C'est être attaché, par exemple, à l'objectivité, à la quête scientifique, à la méritocratie, au mérite, à l'individu. Il y a à travers ça une forme de condescendance incroyable. Je veux dire, juste un mot là-dessus. Idée que la science, cette idée que l'objectivité, cette idée que le mérite appartiendrait aux Blancs et que les racisés, ils seraient étrangers, mais à travers tout cela, se croyant éclairés, il y a une condescendance effrayante qui n'est pas loin d'une forme de colonialisme bête et idiot. Alors la critique du woke, vous la portez et vous la portez de manière radicale, mais ce n'est pas là non plus un privilège blanc. Écoutez Barack Obama.
This idea of purity and you're never compromised and you're always politically Cette idée de woke and all pureté, that de ne stuff. jamais faire de compromis, d'être toujours concerné par les questions sociales, etc. Vous devriez passer rapidement à autre chose. Le monde est chaotique, il y a des ambiguïtés. L'ancien président américain lui-même était contre, ou mettait en garde contre les dérives moralisatrices de cette woke culture lors d'une conférence à Chicago. Ça montre que c'est pas qu'une question de couleur de peau. Bien sûr. La révolution racialiste, il faut la prendre au sérieux comme il fallait prendre au sérieux la révolution en 1789, ce que n'a pas voulu faire Louis XVI. Je vais tout de suite donner la parole à Natacha Polony, Mathieu Bocoté. Bonjour. Bonjour. Oui, votre livre décrit très bien et dans toutes ses dimensions le phénomène woke, dont on peut considérer que c'est un phénomène minoritaire, surtout en France et en Europe, même si nous voyons à quel point il s'étend aux États-Unis et à quel point il est importé. Vous montrez surtout sa dimension totalitaire. Vous citez par exemple un exemple qui m'avait échappé en octobre 2020. Le débat en Écosse, au moment où Humza Yousaf, ministre de la Justice, a voulu proposer une loi qui permettrait de dénoncer au sein du foyer, à l'intérieur même de l'intimité des individus, les paroles choquantes, dans la mesure où, si on les interdit sur les plateaux de télévision ou dans l'espace public, il n'y a aucune raison de ne pas les interdire aussi dans l'espace privé. Et là, on commence à trembler. Le fait que cette nouvelle idéologie soit potentiellement totalitaire, vous fait-elle penser que, en fait, c'est un processus de remplacement d'une religion ou des grandes religions laïcisées du XXe siècle? Comment se fait-il qu'on n'en sorte pas dans ces cas-là? Qu'est-ce qui fait que la tentation totalitaire soit permanente? C'est une question fondamentale. Je crois que la tentation totalitaire est irréductible au sein de la modernité. C'est la part sombre, c'est le fondamentalisme de la modernité. Or, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Pour parler en vocabulaire actuel, je dirais que le racialisme, c'est le variant le plus dangereux de l'idéologie diversitaire. Qu'est-ce qu'on voit avec ça en ce moment? C'est qu'il y a une prétention à quadriller intégralement la société. Il y a cette prétention à l'hyperconscience, à réduire les rapports sociaux à des rapports raciaux et dès lors à définir les gens exclusivement à travers leur positionnement sur leur spectre racial. De là à parler de totalitarisme, Mathieu Bocoté, les mots ont un sens. Très sincèrement, les régimes totalitaires n'ont quand même absolument rien à voir avec ces mouvements. Permettez-moi de vous répondre. Et lorsque vous parlez, bien sûr, vous êtes là pour dialoguer avec nous et pour qu'on échange, mais lorsque vous parlez du woke comme de l'homo soviéticus, de ce nouveau régime que voudraient imposer les gens de la gauche américaine, bon, on est quand même très très loin des régimes totalitaires. Alors, voilà pourquoi je distingue régime et tentation. La formule la tentation totalitaire est de clin d'œil à Jean-François Revel. Oui, mais totalitaire reste. Bien sûr, évidemment, parce qu'il y a une tentation totalitaire à travers ça. Je vous pose une question, en fait. Quand on propose dans la culture d'entreprise des ateliers de rééducation idéologique, où les gens sont... Et là, je ne parle pas dans des départements de littérature comparée les plus isolés au Wyoming. Là. Je parle dans les grandes entreprises comme Apple, comme Coca-Cola, comme Ben & Jerry's. On est vraiment dans le mainstream de la culture là-dessus. Et que, fondamentalement, on dit, vous devez participer à ces ateliers de rééducation idéologique. Si vous ne le faites pas, vous risquez le congédiement, vous risquez le licenciement. Vous devez vous accuser vous-même de votre participation à la suprématie blanche, au racisme systémique. Et il y a une tentation qui se développe. Ensuite, on peut attendre qu'elle aille jusqu'au bout d'elle-même pour la critiquer, ou on peut accepter de la critiquer maintenant. Gilles Finkelstein. Je vais vous poser une question simple. En fait, c'est quelle est, dans un pays comme la France, la réalité de cette menace? Parce qu'on voit la place qu'elle occupe dans le débat public, et votre livre en est une illustration. Mon sentiment est que ça reste politiquement extrêmement minoritaire, pour ne pas dire marginal, et que, pour ne prendre que un exemple qui s'est illustré dans l'actualité ces dernières semaines, qui est celui de l'UNEF, on voit que quand un syndicat étudiant campe sur ses positions, et son influence décroît de manière considérable. Donc, est-ce que tout ça n'est pas grossi beaucoup par le filtre déformant de Twitter, dans lequel ces débats-là font rage, mais qui ne concernent que moins de 10% de la population française? Donc, quelle est la réalité de cette menace dans un pays comme la France aujourd'hui? Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs, en entendant ce débat,
qui se demandent presque de quoi on parle. Ben, alors, premièrement, Mathieu Bock-Côté. méfiez-vous de la rapidité de la diffusion de telles idées, soit dit en passant. Et ça frappe, je crois, l'ensemble des sociétés occidentales. Ce qui distingue la France, et vous avez raison de poser la question, je crois, c'est non pas qu'elle est touchée par cette offensive, c'est qu'elle y résiste. Et la meilleure manière de le voir, je crois, c'est de s'intéresser à ce que j'appelle, quant à moi, la Pravda du régime diversitaire ou la Pravda de l'idéologie racialiste, c'est le New York Times. Voyez le traitement qui est réservé à la France dans le Washington Post, le New York Times, dans les grands titres de la presse américaine. La France est vue comme le pays qui n'accepte pas de capituler. Pourquoi? Parce qu'ils s'entêtent dans ce qui est présenté comme ce qu'ils appellent du daltonisme racial, c'est-à-dire le refus de tenir compte de la couleur de peau dans l'organisation sociale, ce que les Français nomment universalisme. Et vous noterez une attaque régulière, constante sur la prétention à l'universalisme en France. Alors, qu'est-ce qui distingue la France? Ce n'est pas qu'une mouvance racialiste, une Mais mouvance combien de personnes lisent le New York Times ou le Washington Post? D'autant que ce sont dans les éditoriaux que ces paroles-là peuvent se retrouver, rarement dans les articles des journalistes. Manifestement, on lit pas le New York Times de la même manière, parce que c'est dans les Non, articles des je lis journalistes. les mots. Non. Je plaisante. Mais non, je suis sérieux, le New York Times aussi, on le lit chaque jour, on voit Bon. que ça fait partie du langage du journalisme. Mais pourquoi c'est important de le dire? Parce que la France est vue comme la nation qui résiste, justement, mais le fait est que ces idéologies-là progressent. Quand en France, on commence à entendre des mots comme racisme systémique, comme privilège blanc, fragilité blanche viendra, je vous dirais, méfiez-vous de la rapidité de la diffusion parce que ça devient le langage dominant d'une certaine gauche, pas toute la gauche, une certaine gauche inquisitrice. J'ajouterais, presque à la manière d'un compliment, vous me le permettrez, une des originalités de la France, c'est qu'il y a aussi une partie de la gauche qui résiste à ça. Aux États-Unis, elle a capitulé pour l'essentiel. Ici, vous avez une gauche républicaine, une gauche laïque. Elle a capitulé pour l'essentiel. On vient d'entendre Barack Obama. Joe Biden ne s'y reconnaît absolument pas. Ça, c'est il y a 3 ans ou 2-3 ans pour Barack Obama. Joe Biden vient d'être élu. Et oui, bien sûr que ça vient de se faire élire, mais Joe Biden a capitulé sur toute une série de concepts en la matière et regardez l'université américaine. Mais pas seulement, regardez les grandes entreprises. Le capitalisme américain est un capitalisme woke aujourd'hui. Et pourquoi? En fait, d'une certaine manière, c'est ce qui l'industrialise, cette idéologie. Donc moi, je ne dis pas, cela dit, il ne faut pas se tromper, je ne dis pas qu'en France, aujourd'hui, cette mouvance, elle est absolument dominante. Je dis qu'elle est en progression, mais qu'on doit la prendre au sérieux. Et une des grandes erreurs, je pense, d'une partie de la France et même d'une partie de ce que j'appelle gentiment la droite bourgeoise, si on regarde ça, puis on regarde, on se dit, ah, mais ce sont des fous, ils sont fous, les Américains. Ah, ce qu'ils sont fous. Eh bien non, ça progresse, cette idéologie-là. Ces concepts-là s'imprègnent dans la culture et ils viennent en grappe. Quand vous en achetez un, vous les achetez tous. Et vous paraphrasez Marx, un spectre hante les sociétés occidentales, celui du racialisme. Natacha Polony. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre comment on en arrive là. Parce que qu'on considère que c'est minoritaire et que c'est même très largement minoritaire et qu'on se rassure, ou qu'on considère que les débats que nous voyons surgir, même ridicules sur Twitter, nous semblent hallucinants parce que on n'aurait jamais imaginé, il y a encore 3 ou 4 ans, avoir ces débats-là ou les voir surgir. Peu importe, la question est de savoir comment tout cela se construit. Or, dans votre livre, vous abordez la question, évidemment, de la question raciale américaine, qui est absolument spécifique, mais qui est utilisée par ce mouvement, justement, pour lire l'ensemble des questions des rapports sociaux dans le monde, et pas seulement aux États-Unis. C'est bien le problème, c'est l'extension de la question raciale américaine. Et vous y ajoutez le fait que, et on y reviendra peut-être dans ce débat, la question migratoire, qui en fait déstabilise, selon vous, les sociétés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un processus qui est un processus propre à l'Occident, qui est le processus d'individualisation dans sa frange la plus radicale, dans la mesure où elle fait surgir une forme de narcissisme qui, justement, incite à voir le monde non plus de façon objective selon la rationalité, mais d'un point de vue purement subjectif, parce que la subjectivité serait la mesure de toute chose. Et ça, comment l'expliquez-vous et comment reliez-vous cela avec les problématiques que vous soulevez? Alors, il y a effectivement une forme de triomphe du ressenti aujourd'hui, à travers notamment cette espèce de droit de ne pas être offensé. Ça existe quand même dans cette idée comme quoi si vous tenez... Le blasphème s'est réinventé. Le blasphème touche moins les questions religieuses aujourd'hui que les nouvelles questions identitaires. Donc oui, il y a un triomphe du ressenti. Je ne suis pas certain que je parlerais d'individualisme toutefois, parce qu'on est en face devant une forme de tribalisme nouveau fondé sur le principe... De tribalisme? De principe de l'imperméabilité ethnique. Je vais vous donner un exemple qui nous vient, juste un exemple américain, vous allez comprendre pourquoi. Vous avez évoqué très justement la victoire de Joe Biden, qui avait comme colistière Kamala Harris.
La question se pose, je l'évoque dans le livre, dans quelques éditoriaux ici et là, la question se pose, elle est revendiquée comme étant normale. On se demande, vous savez, Kamala Harris, elle est mariée à un blanc, juif qui plus est. Peut-elle véritablement représenter les Noirs ou n'est-elle pas finalement qu'un biscuit Oreo? Je crois que vous diriez ici un bounty. Est-ce que finalement elle n'est pas coupable de trahison raciale? Que le simple fait qu'on puisse poser de telles questions, je ne sais pas pour vous, mais moi qu'on pose une telle question de l'intégrité raciale d'une personne, de la fidélité au groupe racial aujourd'hui, je ne vois pas de quelle manière on peut y voir un progrès. Alors pourquoi ça Mais s'impose? certains ont posé cette question déjà à propos de Barack Obama. Ce sont des questions qui se posent aux Mais États-Unis, voilà, et vous y un arrivez. peu au Canada, mais très sincèrement en France. Qui porte publiquement ces paroles-là? Il y en a quand même quelques-uns, je ne veux pas personnaliser le débat, mais je crois qu'on les voit dans l'espace public. Mais permettez-moi de répondre justement sur le rapport France-États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Il y a aux États-Unis une question raciale authentique, c'est la question des Noirs américains, qui est une question à l'échelle de l'histoire qui est tragique et cruelle, sans le moindre doute. Mais la sociologie racialiste consiste à dire on va aplatir les différences entre les cultures, les langues, les histoires, les civilisations, les peuples, les nations. Nous ne verrons plus que la couleur de peau. Dès lors, il y a un désir fantasmatique d'identifier la condition des populations issues de l'immigration à la situation des Noirs américains. Je ne dis pas, et là, il faut faire la distinction, elle est importante. Je ne dis pas que les populations issues de l'immigration font ça d'elles-mêmes. Je dis qu'il y a une mouvance idéologique qui cherche à les en convaincre, la fameuse mouvance décoloniale. Pourquoi qui... parlez-vous de population issue de l'immigration quand là, pour le coup, il est question aux États-Unis de descendants d'esclaves, C'est pour ça que je fais la distinction entre pas les Noirs des et les... immigrants? Mais non, mais évidemment, c'est pour ça que j'ai dit la distinction. Je dis en Europe, les populations issues de l'immigration, non. Aux États-Unis, c'est tout à fait différent. Les descendants d'esclaves ne sont pas des populations issues de l'immigration. Mais je dis justement, le problème est là, qu'on va demander aux populations issues de l'immigration en Europe ou au Québec, par exemple, de s'identifier à la condition des Noirs américains. Or, le fait de partager la même couleur de peau, si on le veut, et encore, n'est pas un principe d'interchangeabilité. Tous les Noirs ne sont pas interchangeables, tous les Blancs ne sont pas interchangeables. Vous le disiez plus tôt dans l'émission à propos des Irlandais. Moi, j'aime toujours donner cet exemple. Les Québécois ne sont pas des Canadiens anglais. Globalement, on est blancs, entre guillemets, tous les deux. Vous êtes Canadien? Québécois. Les Irlandais... Canadien? Je travaille très fort à ne plus l'être. vous Oui, savez. je sais, mais vous en parlez comme d'un pays. Moi, je vous dis que factuellement, le Québec est une province d'un pays qui s'appelle le Si Canada. vous voulez faire le débat sur cette question-là, je vous dirais vive Mais le parce que Québec c'est libre. intéressant, parce que vous donnez le sentiment d'être offensé et Non, vous mais êtes je dans suis la pas offensé. position d'une minorité qui voudrait qu'on reconnaisse ses droits. Un instant, je ne suis pas offensé. Je dis simplement que le Vous Parlement... parlez exactement comme non, ceux monsieur. que vous critiquez parce qu'ils se Bon, sentent vous offensés. savez que le Parlement canadien reconnaît l'existence de la nation québécoise. Je vous l'apprends peut-être. C'est possible. Bon, on peut en rire. Vive le Québec libre! Absolument, De Gaulle avait raison. Mais j'y reviens, non, il ne faut pas justement confondre. La situation des Noirs américains, elle est tragique, mais on ne peut pas la transposer sur celle des populations issues de l'immigration en Europe. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que la mouvance racialiste cherche à plaquer une forme de fantasme d'identité raciale, diasporique, et à cela, il faut dire non, les peuples et les pays ne sont pas interchangeables. C'est un principe assez élémentaire à rappeler. Gilles Finkelstein. Deux questions là aussi simples sur le racialisme. D'abord, est-ce que c'est le bon mot? C'est-à-dire, est-ce que ce que vous décrivez n'est pas quelque chose qui pourrait s'appeler plutôt l'identitarisme et qui concerne non seulement cette partie de la gauche que vous évoquez, mais aussi une partie de la droite qui voit dans l'identité un élément qui est un élément figé. Et deuxième question, à partir de quand commence le racialisme? Moi, qui suis un universaliste, attaché à l'égalité, à ce que l'égalité soit pas seulement une égalité de droit, mais soit une égalité réelle, si je considère qu'il y a un problème dans la représentation d'une assemblée politique lorsqu'il n'y a pas de femmes ou lorsqu'il n'y a pas de noirs, si je considère que dans une entreprise, il y a un problème de mobilité sociale, quand on voit les difficultés d'y accéder des musulmans ou des femmes, par exemple, et donc, à chaque fois, c'est la situation de l'homme blanc qui est mise en cause d'une certaine manière. Est-ce que c'est le début du racialisme ou c'est un combat universaliste qui peut être porté de manière républicaine? Alors, Mathieu Bock-Côté, puis Natacha Polony. le mot identitarisme a ses vertus et ses limites. C'est-à-dire qu'il y a effectivement aujourd'hui une espèce de tentation d'une forme d'identité étanche qui est assez forte. Mais je ne placerai pas toutes les identités sur le même registre. Le propre de l'identité nationale est d'être une identité qui permet... Je donne souvent cet exemple. Je ne peux pas devenir noir, un noir ne peut pas devenir blanc, mais tous les deux, on peut être québécois. On peut dire la même chose pour la France, on peut le dire pour ailleurs. Donc, l'identité raciale est une identité qui, inévitablement, nous condamne à un principe de reconnaissance, sur le mode le plus régressif qui soit, la couleur de peau. L'identité nationale est d'une autre nature. L'identité nationale se définit dans le langage de la culture, des mœurs, de l'histoire. On peut s'approprier une histoire, une langue, une culture.
c'est plus difficile de changer de couleur de peau, pour le dire ainsi. Donc, premier élément à votre question, je pense que la nation n'est pas simplement... ce n'est pas une identité parmi d'autres. Sur la question des injustices, alors il y a évidemment des injustices dans nos sociétés, sans le moindre doute. Je ne crois pas que nos sociétés doivent se regarder dans le miroir en se disant nous sommes si belles. C'est pas la question. Des injustices souvent liées à la couleur de peau. Et des discriminations. Non, alors oui, à condition de bien utiliser ce concept. Mais ce que je considère, c'est que parce que comment ça fonctionne ces théories-là? C'est que globalement, on crée des catégories administratives dans la population, des catégories identitaires administratives. On regarde dans quelle mesure les catégories identifiées par la bureaucratie diversitaire sont représentées dans tel ou tel domaine d'activité. Dès qu'il y a une disparité, aussi minimale soit-elle, on en arrive à la conclusion qu'il y a un système discriminatoire qui opère. Le problème de la théorie du racisme systémique, qui est celle sur laquelle... Vous allez très loin, très loin. En l'occurrence, si vous envoyez un CV, par exemple, pour trouver un emploi ou pour louer un appartement et que vous mettez une photo et que vous avez le malheur d'avoir la peau noire, eh bien, vous avez beaucoup moins de chances que celui qui enverra le même CV avec une photo différente. Mais ça, c'est du racisme, tout simplement. Oui, nul besoin. Mais pourquoi est-ce que vous ne consacrez pas autant d'énergie à combattre le racisme et les discriminations qu'à dénoncer le racisme que vous prêtez aux antiracistes? Un instant, c'est que je pense que nous nous rejoignons tous aujourd'hui dans la dénonciation du racisme. À tout le moins, pour moi, le racisme est absolument condamnable sans le début d'un quart de huitième de possibilité de nuance. Oui, mais vous n'en parlez pas. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. C'est ce que je cherche à identifier, c'est qu'il y a une tentation nouvelle qui n'est pas reconnue comme relevant de la logique du racisme ou du racialisme et qui pourtant en relève, à mon avis. Donc, je peux bien, si vous voulez, je vais écrire un livre aussi pour parler de ces questions-là, mais mon livre était consacré à ce phénomène nouveau qui émerge, qui n'est pas reconnu comme tel et qui est plus inquiétant, à mon avis, qu'on ne le dit. Mais si vous voulez, je ferai avec grand plaisir un livre pour dénoncer le racisme. Ah non, vous êtes libre de ce que vous faites. Oui, bien sûr, parce que vous me demandez... Mais je vais passer la parole à Natacha Polony, parce que c'est à elle d'échanger avec vous davantage qu'à moi qui suis le passeur de cette émission. Le troisième éditorialiste. Natacha Polony. Je reviens à la question des causes. Je m'interrogeais sur le rôle de l'individualisme, du narcissisme, et d'ailleurs vous avez en épigraphe à un moment Christopher Lasch, et je pense que la culture du narcissisme de Christopher Lasch devrait être relue. Mais vous évoquez à la fin du livre donc les causes que vous identifiez, vous parlez du problème spécifique de l'université qui est selon vous le lieu de diffusion de cette idéologie. Alors premier point, première question, j'aimerais que vous explicitiez cela et que vous nous expliquiez quel est le rôle que jouent les études sociologiques dans ce phénomène que vous identifiez? Qu'est-ce que vous voyez comme cause du développement de cela dans la sociologie et des concepts que vous dénoncez? Deuxième question, j'en reviens à cela, vous identifiez la question migratoire. Est-ce que vous pensez que cette question migratoire doit être mise en avant comme un problème majeur, ou est-ce que vous pensez qu'il y aurait moyen de, évidemment, permettre une immigration qui soit une immigration apaisée, une immigration qui ne donne pas lieu à des haines telles que vous les décrivez? Est-ce que vous pensez que, en gros, il y a une fatalité ou pas à ce que vous décrivez? Mathieu Bock-Côté. À la première question, je pense que l'université, aujourd'hui, surtout les départements de sciences sociales, c'est le lieu d'élaboration de ces théories-là. C'est-à-dire, ce n'est pas à partir de là. Le problème, ensuite, c'est qu'elles soient industrialisées par, justement, le monde de l'entreprise. Oui, mais pourquoi la sociologie? Est-ce que c'est la sociologie qui pose problème, ou est-ce que c'est une dérive de certains qui utilisent la sociologie comme arme? Comment vous voyez savez, la moi, chose? j'aime la sociologie. Je suis un lecteur de Aron, de Raymond Boudon, de Pareto, de Max Weber, de Durkheim. J'aime passionnément la sociologie. De Bourdieu, je l'ai lu, je l'aime un peu moins, mais je l'ai lu. Mais cela dit, je pense que le problème, c'est que dans l'université, vous savez, l'université est un milieu qui officiellement se réclame de la liberté intellectuelle, mais qui dans les faits est assez clanique, pour ne pas dire sectaire, quelquefois, je m'en désole. Et ce que l'on voit, c'est que l'approche, selon la fameuse approche selon le genre et la race, et ainsi de suite, est devenue hégémonique dans les départements. Ça devient le langage commun. D'une certaine manière, on peut dire qu'il y a 50 ans, les humanités classiques, c'était le langage commun des élites universitaires. Là, vous parlez des campus américains ou de ce qui se passe en France? Je parle de la tendance qui vient des États-Unis, de Parce que l'Amérique ça n'a du quand Nord. même absolument rien à voir, les universités américaines et les universités françaises. Vous avez raison, mais la puissance d'influence de l'une sur l'autre est quand même significative. Je constate, par exemple, qu'il y a une forme de normalisation dans le langage de la sociologie française. Dans la sociologie française, il y a une forme de normalisation de ces concepts qui progressent très rapidement, avec une forme de puissance d'hégémonie. Alors, je crois que certains y ont vu, la grille, c'est une forme de substitut théorique au marxisme, c'est-à-dire la grille d'analyse qui permet de tout comprendre.
C'est la grille d'analyse qu'on plaque sur quoi que ce soit. On a déjà le cadre théorique, on a la méthode, on a la solution. Donc, c'est une forme de facilité intellectuelle, je crois. Et sur l'immigration dont vous Oui, parlez, alors Natacha. ça, je parle. Évidemment, je le redis, je ne crois d'aucune manière au principe de l'imperméabilité ethnique. C'est-à-dire qu'ensuite, la question de l'immigration doit être pensée en fonction des capacités d'intégration de nos sociétés. Manifestement, les capacités d'intégration ne sont pas respectées dans la plupart d'entre elles. Donc, ensuite, la question de savoir à quoi voulons-nous intégrer. Est-ce que nous sommes capables d'intégrer, justement, j'y reviens, une langue, mœurs, culture, identité, civilisation, histoire? Si oui, eh bien, il est tout à fait possible. Ensuite, il faut respecter, vous savez, il y a une formule de Mais Michel... là, vous parlez du Canada ou vous parlez de la France? Ah non, je pense que là-dessus, l'Europe en général est frappée par ça. Il y a une formule de l'historien québécois Michel Brunet, qui, vous me permettrez de la citer. Il disait il y a 3 facteurs qui pèsent dans l'histoire: le nombre et le nombre. Quand on accueille en fonction des capacités d'intégration, eh bien là, ça peut tenir. Si ça ne le fait pas, ce que l'on voit, c'est qu'ensuite, il y a une forme de dynamique presque inévitable de communautarisme qui s'enclenche, disent. Et une fois que c'est enclenché, c'est dur d'en sortir. Mais je refuse toute... Je donne la parole tout de suite à Gilles Finkelstein. Je refuse le désespoir, donc je pense qu'il est possible de réaffirmer la nation comme cadre d'intégration. Mais si on parle de nombre, en l'occurrence, l'histoire du Canada, par exemple, c'est une histoire d'immigration, de gens qui sont d'abord venus d'Europe. Et quand on voit que c'est l'un des plus grands pays au monde, la question du nombre, elle se pose évidemment différemment. Il se pourrait que l'histoire du Canada vous échappe un peu. Souriant. Oui, c'est possible. Gilles Finkelstein. Alors, vous avez un regard extérieur mais aigu sur la France et vous écrivez cette formule dans votre livre. La France est un pays contre-révolutionnaire par rapport Je le dis à la blague, c'est un clin d'œil. Bien sûr, par rapport à la révolution que vous évoquez. On a pourtant l'impression de parler beaucoup et de ne parler presque que de ces sujets-là. Pour quelles raisons avez-vous le sentiment que la France résiste mieux qu'ailleurs? Qu'est-ce qui fait dans la singularité de notre pays que nous ne sommes pas, ou pas encore, donc emportés par cette vague? Je pense, Mathieu Bock-Côté. c'est une question fondamentale. Je crois que, alors, vous savez, il y a une illusion française, et je le dis avec tendresse, c'est que les Français ont tendance à se croire immédiatement universels. Mais moi, je dis, il faut vraiment, c'est très français de se croire aussi immédiatement universel. L'universalisme français s'ancre, je le dis, dans des mœurs, évidemment, une langue, une culture, un rapport à la littérature. Je pense que c'est pas un détail, une certaine conception du politique, une conception de la citoyenneté. Donc, pour moi, ce qui me frappe, c'est qu'en France, je dirais que dans les mœurs, la culture même résiste à cette idéologie. Ce qui fait que, quelquefois, les Français regardent ça avec une très grande perplexité. Mais donc, je pense que... Et la France, par ailleurs, ne l'oublions pas, à l'échelle du monde occidental, c'est l'autre grande nation révolutionnaire au sens de la modernité. Ce qui se passe en France ne se passe jamais qu'en France. Ce qui se passe en France a toujours un écho ailleurs dans le monde. Et ce n'est pas pour rien, je le redis, que cette mouvance racialiste désigne aujourd'hui, on le voit aux États-Unis, la France comme la force de résistance. Permettez-moi juste un détail qui va probablement vous marquer. Un des penseur majeur, Ibram X. Kendi. Il reste très peu de temps. Alors, je le dis en un mot, nous dit quel est le vrai danger aujourd'hui quand on parle de racisme? Quel est le vrai danger? Est-ce que c'est la alt-right, la nouvelle extrême droite américaine, ou est-ce que c'est pas l'universalisme? Il dit le vrai danger, c'est l'universalisme. Eh bien, on peut comprendre de ce point de vue pourquoi cette mouvance n'aime pas particulièrement la France. D'un mot, la Révolution, on est où? On est en 1789 ou en 1793? Je crains qu'on arrive en 93 pour le dire ainsi, mais... Vous avez une tendresse pour les Vendéens particulièrement? Oui, j'ai une tendresse pour les Vendéens. En fait, je dis que la France, c'est particulier aujourd'hui. Elle a un destin vendéen dans tout cela. Elle est attachée à ses libertés concrètes et elle porte, par ailleurs, je le redis, un modèle qui va au-delà de la France. La France est le terrain principal où se mène cette bataille aujourd'hui dans le monde occidental. J'espère que la France résistera. Ça, c'est mon côté très gaulliste. Natacha? Oui, Il reste 2 minutes. en un mot, que la France résiste, certes, mais comment? C'est-à-dire, comment on réaffirme un universalisme qui soit lucide sur les discriminations, sur les limites de cet universalisme? Mathieu Bock-Côté. Alors, d'abord et avant tout, je pense qu'il ne faut pas capituler à toute une série de mesures, de propositions qui se présentent sous le signe de la justice, mais qui nous enferment en fait dans une logique de ségrégation. Je donne l'exemple récemment, le fameux débat sur les ateliers, les ateliers en non-mixité raciale dont parlait Mme Pulvar. Vous savez, pour moi, j'appelle ça, c'est la ségrégation positive. On est passé de la discrimination positive à la ségrégation positive. Je crois que la France a tout avantage à juger scandaleuse de telles propositions, à ne pas accepter, même, je dirais, d'en discuter comme des propositions rationnelles. La France doit tenir, à mon avis, mais je dis ça à la manière d'un étranger qui aime la France, mais néanmoins à la manière d'un étranger, dans cette prétention intégrée par la culture, ce que vous appeliez autrefois l'assimilation, je pense que ça demeure le modèle qui permet de véritablement intégrer, assimiler à une nation substantiellement... Mais s'assimiler à quoi? Quel est le modèle? L'histoire de la nation française qui s'en vient avant... Elle est tellement diverse.
Oui, mais ça, vous le dites de l'intérieur. Parce que vu de Non, non, mais l'extérieur... donnez-nous un portrait robot de ce à quoi il faudrait s'assimiler. Bah, je l'ai évoqué tantôt. Je parle de la langue qui me semble absolument fondamentale. Je parle de Non, mais l'histoire. qui l'incarne, le modèle? Mais moi, dans l'instant, je ne dis pas qu'une personne ou une autre décide de c'est lui la France ou c'est lui la France. À la rigueur. Si, c'est exactement comme ça que les termes du débat sont posés. Et en Ben non, l'occurrence, il y a une figure à laquelle on doit s'identifier quand on veut Donc, s'assimiler. vous le posez comme ça. Moi, je dirais qu'il faut s'approprier une histoire. Il faut s'approprier une histoire. Il faut apprendre à dire nous avec la société qui nous accueille. Apprendre à dire nous avec sa société, c'est s'approprier son histoire. Je dirais, dans ses contrastes. Hein. Aucune histoire, ce n'est pas fait que de pages blanches, mais ce n'est pas fait que de pages honteuses. Il faut s'approprier cette histoire et désirer la poursuivre. Ne pas croire qu'on doit en finir. Le principe de la page blanche est rarement recommandé en ces matières. Merci Mathieu Bock-Côté. La révolution racialiste et autres virus idéologiques est publié aux presses de la Cité et c'est un livre qui va faire débat au bon sens du terme. Et nous, voilà, le nous collectif du Grand Face à Face, étions heureux de vous accueillir Merci et d'échanger avec vous. Vive le Québec libre et poursuivez votre combat pour l'émancipation, votre revendication identitaire et l'exception de votre Et culture. démocratique, et démocratique et nationale, Il et faut la qu'on grande rende amitié l'antenne. franco-québécoise. Merci à toute l'équipe, Natacha et Gilles. À samedi prochain.